Chapitre 54 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 54. Troisième journée de captivité. Felton était venu. Mais il y avait encore un pas à faire. Il fallait le retenir. Ou plutôt, il fallait qu'il restât tout seul. Et Milady ne voyait encore qu'obscurément le moyen qui devait la conduire à ce résultat. Il fallait plus encore. Il fallait le faire parler, afin de lui parler aussi. Car, Milady le savait bien, sa plus grande séduction était dans sa voix, qui parcourait si habilement toute la gamme des tons, depuis la parole humaine jusqu'au langage céleste. Et cependant, malgré toute cette séduction, Milady pouvait échouer, car Felton était prévenu, et cela contre le moindre hasard. Dès lors, elle surveilla toutes ses actions, toutes ses paroles, jusqu'au plus simple regard de ses yeux, jusqu'à son geste, jusqu'à sa respiration, qu'on pouvait interpréter comme un soupir. Enfin, elle étudia tout, comme fait un habile comédien à qui l'on vient de donner un rôle nouveau dans un emploi qu'il n'a pas l'habitude de tenir. Vis-à-vis lord de Winter, sa conduite était plus facile. Aussi avait-elle été arrêtée dès la veille. Rester muette et digne en sa présence, de temps en temps l'irriter par un dédain affecté, par un mot méprisant, le pousser à des menaces et à des violences qui faisaient un contraste avec sa résignation à elle. Tel était son projet. Felton verrait, peut-être ne dirait-il rien, mais il verrait. Le matin, Felton vint comme d'habitude, mais Milady le laissa présider à tous les apprêts du déjeuner sans lui adresser la parole. Aussi, au moment où il allait se retirer, eut-elle une lueur d'espoir, car elle crut que c'était lui qui allait parler. Mais ses lèvres remuèrent sans qu'aucun son ne sortît de sa bouche, et faisant un effort sur lui-même, il renferma dans son cœur les paroles qui allaient s'échapper de ses lèvres, et sortit. Vers midi, lord de Winter entra. Il faisait une assez belle journée d'hiver, et un rayon de ce pâle soleil d'Angleterre qui éclaire, mais qui n'échauffe pas, passait à travers les barreaux de la prison. Milady regardait par la fenêtre, et fit semblant de ne pas entendre la porte qui s'ouvrait. Ah, ah, dit lord de Winter, après avoir fait de la comédie, après avoir fait de la tragédie, voilà que nous faisons de la mélancolie. La prisonnière ne répondit pas. Oui, oui, continua lord de Winter, je comprends. Vous voudriez bien être en liberté sur ce rivage. Vous voudriez bien, sur un bon navire, fendre les flots de cette mer verte comme de l'émeraude. Vous voudriez bien, soit sur terre, soit sur l'océan, me dresser une de ces bonnes petites embuscades, comme vous savez si bien les combiner. Patience, patience. Dans 4 jours, le rivage vous sera permis. La mer vous sera ouverte, plus ouverte que vous ne le voudrez, car dans 4 jours, l'Angleterre sera débarrassée de vous. Milady joignit les mains, et levant ses beaux yeux vers le ciel, Seigneur, Seigneur, dit-elle, avec une angélique suavité de geste et d'intonation, pardonnez à cet homme, comme je lui pardonne moi-même. Oui, prie, maudite, s'écria le baron. Ta prière est d'autant plus généreuse que tu es, je te le jure, au pouvoir d'un homme qui ne pardonnera pas. Et il sortit. Au moment où il sortait, un regard perçant glissa par la porte entrebâillée, et elle aperçut Felton, qui se rangeait rapidement pour n'être pas vu d'elle. Alors elle se jeta à genoux et se mit à prier. Mon Dieu, dit-elle, vous savez pour quelle sainte cause je souffre. Donnez-moi donc la force de s'ouvrir. La porte s'ouvrit doucement. La belle suppliante fit semblant de n'avoir pas entendu, et d'une voix pleine de larmes, elle continua. Dieu vengeur,
Dieu de bonté, laisserez-vous s'accomplir les affreux projets de cet homme? Alors seulement elle feignit d'entendre le bruit des pas de Felton, et se relevant, rapide comme la pensée, elle rougit comme si elle eût été honteuse d'avoir été surprise à genoux. Je n'aime point à déranger ceux qui prient, madame, dit Felton. Ne vous dérangez donc pas pour moi, je vous en conjure. Comment savez-vous que je priais, monsieur? dit Milady, d'une voix suffoquée par les sanglots. Vous vous trompiez, monsieur, je ne priais pas. Pensez-vous donc, madame, répondit Felton de sa même voix grave, quoiqu'avec un accent plus doux, que je me crois le droit d'empêcher une créature de se prosterner devant son Créateur? À Dieu ne plaise. D'ailleurs, le repentir sied bien au coupable, quelque crime qu'il ait commis, un coupable mais sacré aux pieds de Dieu. Coupable, moi? dit Milady, avec un sourire qui eût désarmé l'ange du jugement dernier. Coupable, mon Dieu! Tu sais si je le suis. Dites que je suis condamnée, monsieur, à la bonne heure. Mais vous le savez, Dieu qui aime les martyrs permet que l'on condamne quelquefois les innocents. Fussiez-vous condamné, fussiez-vous martyr, répondit Felton, raison de plus pour prier, et moi-même je vous aiderai de mes prières. Oh, vous êtes injuste, vous, s'écria Milady en se précipitant à ses pieds. Tenez, je n'y puis tenir plus longtemps, car je crains de manquer de force au moment où il me faudra soutenir la lutte et confesser ma foi. Écoutez donc la supplication d'une femme au désespoir. On vous abuse, monsieur, mais il n'est pas question de cela. Je ne vous demande qu'une grâce, et si vous me l'accordez, je vous bénirai dans ce monde et dans l'autre. Parlez au maître, madame, dit Felton. Je ne suis heureusement chargé, moi, ni de pardonner, ni de punir, et c'est à plus haut que moi que Dieu a remis cette responsabilité. À vous, non, à vous seul. Écoutez-moi. Plutôt que de contribuer à ma perte, plutôt que de contribuer à mon ignominie. Si vous avez mérité cette honte, madame, si vous avez encouru cette ignominie, il faut la souffrir en l'offrant à Dieu. Que dites-vous? Oh, mais vous ne me comprenez pas. Quand je parle d'ignominie, vous croyez que je parle d'un châtiment quelconque, de la prison ou de la mort? Plutôt ciel, que m'importe à moi la mort ou la prison? C'est moi qui ne vous comprends plus, madame. Ou qui faites semblant de ne plus me comprendre, monsieur, répondit la prisonnière avec un sourire de doute. Non, madame, sur l'honneur d'un soldat, sur la foi d'un chrétien. Comment? Vous ignorez les desseins de lord de Winter sur moi? Je les ignore. Impossible. Vous, son confident. Je ne mens jamais, madame. Oh, il se cache trop peu, cependant, pour qu'on ne les devine pas. Je ne cherche à rien deviner, madame. J'entends ce qu'on me confie, et à part ce qu'il m'a dit devant vous, lord de Winter ne m'a rien confié. Mais, s'écria Milady, avec un incroyable accent de vérité, vous n'êtes donc pas son complice? Vous ne savez donc pas qu'il me destine à une honte que tous les châtiments de la terre ne sauraient égaler en horreur? Vous vous trompez, madame, dit Felton en rougissant. Lord de Winter n'est pas capable d'un tel crime. Bon, dit Milady en elle-même, sans savoir ce que c'est, il appelle cela un crime. Puis, tout haut, l'ami de l'infâme est capable de tout. Qui appelez-vous l'infâme? Demanda Felton. Y a-t-il donc en Angleterre deux hommes à qui un semblable nom puisse convenir? Vous voulez parler de George Villiers, dit Felton, dont les regards s'enflammèrent, que les païens, les gentils et les infidèles appellent duc de Buckingham, reprit Milady. Je n'aurais pas cru qu'il y aurait eu un Anglais dans toute l'Angleterre qui eût un besoin d'une si longue explication pour reconnaître celui dont je voulais parler. La main du Seigneur est étendue sur lui, dit Felton. Il n'échappera pas au châtiment qu'il mérite. Felton ne faisait qu'exprimer à l'égard du duc le sentiment d'exécration que tous les Anglais avaient voué à celui que les catholiques eux-mêmes appelaient l'exacteur, le concussionnaire, le débauché,
et que les puritains appelaient tout simplement Satan. Oh mon Dieu s'écria milady, quand je vous supplie d'envoyer à cet homme le châtiment qui lui est dû, vous savez que ce n'est pas ma propre vengeance que je poursuis, mais la délivrance de tout un peuple que j'implore. Le connaissez-vous donc demanda Felton. Enfin il m'interroge, se dit en elle-même milady, au comble de la joie d'en être arrivée si vite à un si grand résultat. Oh si je le connais, oh oui, pour mon malheur éternel. Et milady se tordit les bras comme arrivée au paroxysme de la douleur. Felton sentit sans doute en lui-même que sa force l'abandonnait, et il fit quelques pas vers la porte. La prisonnière, qui ne le perdait pas de vue, bondit à sa poursuite et l'arrêta. Monsieur, s'écria-t-elle, soyez bon, soyez clément, écoutez ma prière. Ce couteau que la fatale prudence du baron m'a enlevé, parce qu'il sait l'usage que je veux en faire. Oh, écoutez-moi jusqu'au bout. Ce couteau, rendez-le-moi une minute seulement, par grâce, par pitié. J'embrasse vos genoux, voyez, vous fermerez la porte. Ce n'est pas à vous que j'en veux. Dieu vous en vouloir à vous, le seul être juste, bon et compatissant que j'ai rencontré. À vous, mon sauveur peut-être. Une minute, ce couteau, une minute, une seule, et je vous le rends par le guichet de la porte. Rien qu'une minute, monsieur Felton, et vous m'aurez sauvé l'honneur. Vous tuer s'écria Felton avec terreur, oubliant de retirer ses mains des mains de la prisonnière. Vous tuer. J'ai dit monsieur, murmura milady en baissant la voix et en se laissant tomber affaissée sur le parquet. J'ai dit mon secret. Il sait tout. Mon Dieu, je suis perdue. Felton demeurait debout, immobile et indécis. Il doute encore, pensa milady. Je n'ai pas été assez vrai. On entendit marcher dans le corridor. Milady reconnut le pas de lord de Winter. Felton le reconnut aussi et s'avança vers la porte. Milady s'élança. Oh, pas un mot, dit-elle d'une voix concentrée. Pas un mot de tout ce que je vous ai dit à cet homme, où je suis perdue, et c'est vous. Vous. Puis, comme les pas se rapprochaient, elle se tut de peur qu'on entendît sa voix. Appuyant, avec un geste de terreur infinie, sa belle main sur la bouche de Felton. Felton repoussa doucement milady, qui alla tomber sur une chaise longue. Lord de Winter passa devant la porte sans s'arrêter, et l'on entendit le bruit des pas qui s'éloignaient. Felton, pâle comme la mort, resta quelques instants l'oreille tendue et écoutant, puis, quand le bruit se fut éteint tout à fait, il respira comme un homme qui sort d'un songe, et s'élança hors de l'appartement. Ah, dit milady, en écoutant à son tour le bruit des pas de Felton, qui s'éloignait dans la direction opposée à ceux de lord de Winter. Enfin, tu es donc à moi. Puis son front se rembrunit. S'il parle au baron, dit-elle, je suis perdue, car le baron, qui sait bien que je ne me tuerai pas, me mettra devant lui un couteau entre les mains, et il verra bien que tout ce grand désespoir n'était qu'un jeu. Elle alla se placer devant sa glace et se regarda. Jamais elle n'avait été si belle. Oh oui, dit-elle en souriant, mais il ne lui parlera pas. Le soir, lord de Winter accompagna le souper. Monsieur, lui dit milady, votre présence est-elle un accessoire obligé de ma captivité, et ne pourriez-vous pas m'épargner ce surcroît de torture que me causent vos visites? Comment donc, chère sœur, dit de Winter, ne m'avez-vous pas sentimentalement annoncé, de cette jolie bouche si cruelle pour moi aujourd'hui, que vous veniez en Angleterre à cette seule fin de me voir tout à votre aise, jouissance dont, me disiez-vous, vous ressentiez si vivement la privation, que vous avez tout risqué pour cela, mal de mer, tempête, captivité? Eh bien, me voilà, soyez satisfaite. D'ailleurs, cette fois, ma visite a un motif. Milady frissonna. Elle crut que Felton avait parlé.
Jamais de sa vie, peut-être, cette femme n'avait éprouvé tant d'émotions puissantes et opposées, n'avait senti battre son cœur si violemment. Elle était assise, lord de Winter prit un fauteuil, le tira de son côté et s'assit auprès d'elle. Puis, prenant dans sa poche un papier qu'il déploya lentement, tenez, lui dit-il, je voulais vous montrer cette espèce de passeport que j'ai rédigé moi-même et qui vous servira désormais de numéro d'ordre dans la vie que je consens à vous laisser. Puis, ramenant ses yeux de milady sur le papier, il lut: ordre de conduire à... le nom est en blanc, interrompit de Winter. Si vous avez quelque préférence, vous me l'indiquerez, et pour peu que ce soit à 1 millier de lieue de Londres, il sera fait droit à votre requête. Je reprends donc. Ordre de conduire à la nommée Charlotte Backson, flétrie par la justice du royaume de France, mais libérée après châtiment. Elle demeurera dans cette résidence, sans jamais s'en écarter, de plus de 3 lieues. En cas de tentative d'évasion, la peine de mort lui sera appliquée. Elle touchera 5 shillings par jour pour son logement et sa nourriture. Cet ordre ne me concerne pas, répondit froidement milady, puisqu'un autre nom que le mien y est porté. Un nom. Est-ce que vous en avez un? J'ai celui de votre frère. Vous vous trompez, mon frère n'est que votre second mari, et le premier vit encore. Dites-moi son nom, et je le mettrai en place du nom de Charlotte Backson. Non? Vous ne voulez pas? Vous gardez le silence? C'est bien. Vous serez écroué sous le nom de Charlotte Backson. Milady demeura silencieuse. Seulement, cette fois ce n'était plus par affectation, mais par terreur. Elle crut l'ordre prêt à être exécuté. Elle pensa que lord de Winter avait avancé son départ. Elle crut qu'elle était condamnée à partir le soir même. Tout dans son esprit fut donc perdu pendant un instant, quand tout à coup elle s'aperçut que l'ordre n'était revêtu d'aucune signature. La joie qu'elle ressentit de cette découverte fut si grande qu'elle ne put la cacher. Oui, oui, dit lord de Winter, qui s'aperçut de ce qui se passait en elle. Oui, vous cherchez la signature, et vous vous dites, tout n'est pas perdu, puisque cet acte n'est pas signé. On me le montre pour m'effrayer, voilà tout. Vous vous trompez. Demain, cet ordre sera envoyé à lord Buckingham. Après-demain, il reviendra signé de sa main et revêtu de son sceau. Et 24 heures après, c'est moi qui vous en réponds, il recevra son commencement d'exécution. Adieu, madame, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et moi je vous répondrai, monsieur, que cet abus de pouvoir, que cet exil sous un nom supposé sont une infamie. Aimez-vous mieux être pendue sous votre vrai nom, milady? Vous le savez, les lois anglaises sont inexorables sur l'abus que l'on fait du mariage. Expliquez-vous franchement. Quoique mon nom, ou plutôt le nom de mon frère, se trouve mêlé dans tout cela, je risquerais le scandale d'un procès public pour être sûr que du coup je serais débarrassé de vous. Milady ne répondit pas, mais devint pâle comme un cadavre. Oh, je vois que vous aimez mieux la pérégrination. À merveille, madame. Et il y a un vieux proverbe qui dit que les voyages forment la jeunesse. Ma foi, vous n'avez pas tort, après tout, et la vie est bonne. C'est pour cela que je ne me soucie pas que vous me l'ôtiez. Reste donc à régler l'affaire des 5 shillings. Je me montre un peu parcimonieux, n'est-ce pas? Cela tient à ce que je ne me soucie pas que vous corrompiez vos gendarmes. D'ailleurs, il vous restera toujours vos charmes pour les séduire. Usez-en si votre échec avec Felton ne vous a pas dégoûté des tentatives de ce genre. Felton n'a point parlé, se dit milady à elle-même. Rien n'est perdu alors. Et maintenant, madame, à vous revoir. Demain je reviendrai vous annoncer le départ de mon messager. Lord de Winter se leva, salua ironiquement milady et sortit. Milady respira. Elle avait encore 4 jours devant elle. 4 jours lui suffiraient pour achever de séduire Felton.
Une idée terrible lui vint alors. C'est que lord de Winter enverrait peut-être Felton lui-même pour faire signer l'ordre à Buckingham. De cette façon, Felton lui échappait, et pour que la prisonnière réussît, il fallait la magie d'une séduction continue. Cependant, comme nous l'avons dit, une chose la rassurait. Felton n'avait pas parlé. Elle ne voulut point paraître émue par les menaces de lord de Winter. Elle se mit à table et mangea. Puis, comme elle avait fait la veille, elle se mit à genoux et répéta tout haut ses prières. Comme la veille, le soldat cessa de marcher et s'arrêta pour l'écouter. Bientôt, elle entendit des pas plus légers que ceux de la sentinelle qui venaient du fond du corridor et qui s'arrêtaient devant sa porte. C'est lui, dit-elle. Et elle commença le même chant religieux qui, la veille, avait si violemment exalté Felton. Mais quoique sa voix douce, pleine et sonore, eût vibré plus harmonieuse et plus déchirante que jamais, la porte resta close. Il parut bien à Milady, dans un des regards furtifs qu'elle lançait sur le petit guichet, apercevoir à travers le grillage serré les yeux ardents du jeune homme, mais que ce fût une réalité ou une vision, cette fois, il eut sur lui-même la puissance de ne pas entrer. Seulement, quelques instants après qu'elle eut fini son chant religieux, Milady crut entendre un profond soupir. Puis, les mêmes pas qu'elle avait entendus s'approcher s'éloignèrent lentement et comme à regret. Chapitre 54. Chapitre 55 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 55. Quatrième journée de captivité. Le lendemain, lorsque Felton entra chez Milady, il la trouva debout, montée sur un fauteuil, tenant entre ses mains une corde tissée à l'aide de quelques mouchoirs de batiste déchirés en lanières tressées les unes avec les autres et attachées bout à bout. Au bruit que fit Felton en ouvrant la porte, Milady sauta légèrement à bas de son fauteuil et essaya de cacher derrière elle cette corde improvisée qu'elle tenait à la main. Le jeune homme était plus pâle encore que d'habitude, et ses yeux rougis par l'insomnie indiquaient qu'il avait passé une nuit fiévreuse. Cependant, son front était armé d'une sérénité plus austère que jamais. Il s'avança lentement vers Milady, qui était assise, et prenant un bout de la tresse meurtrière que par mégarde, ou à dessein peut-être, elle avait laissé passer. « Qu'est-ce que cela, madame ?» demanda-t-il froidement. Cela? Rien, dit Milady, en souriant avec cette expression douloureuse qu'elle savait si bien donner à son sourire. L'ennui est l'ennemi mortel des prisonniers. Je m'ennuyais, et je me suis amusée à tresser cette corde. Felton porta les yeux vers le point du mur de l'appartement devant lequel il avait trouvé Milady, debout sur le fauteuil où elle était assise maintenant, et au-dessus de sa tête il aperçut un crampon doré scellé dans le mur et qui servait à accrocher soit des hardes soit des armes. Il tressaillit et la prisonnière vit ce tressaillement, car quoiqu'elle eût les yeux baissés, rien ne lui échappait. Et que faisiez-vous debout sur ce fauteuil demanda-t-il. Que vous importe répondit Milady. Mais reprit Felton, je désire le savoir. Ne m'interrogez pas, dit la prisonnière. Vous savez bien qu'à nous autres, véritables chrétiens, il nous est défendu de mentir. Eh bien, dit Felton, je vais vous le dire ce que vous faisiez, ou plutôt ce que vous alliez faire.
vous allez achever l'œuvre fatale que vous nourrissez dans votre esprit. Songez-y, madame, si notre Dieu défend le mensonge, il défend bien plus sévèrement encore le suicide. Quand Dieu voit une de ses créatures persécutée injustement, placée entre le suicide et le déshonneur, croyez-moi, monsieur, répondit Milady d'un ton de profonde conviction, Dieu lui pardonne le suicide, car alors le suicide c'est un martyre. Vous en dites trop ou trop peu. Parlez, madame, au nom du ciel, expliquez-vous. Que je vous raconte mes malheurs pour que vous les traitiez de fables, que je vous dise mes projets pour que vous alliez les dénoncer à mon persécuteur. Non, monsieur. D'ailleurs, que vous importe la vie ou la mort d'une malheureuse condamnée? Vous ne répondez que de mon corps, n'est-ce pas? Et pourvu que vous représentiez un cadavre, qu'il soit reconnu pour le mien, on ne vous en demandera pas davantage, et peut-être même aurez-vous double récompense. Moi, madame, moi, s'écria Felton, supposez que j'accepterais jamais le prix de votre vie. Oh, vous ne pensez pas à ce que vous dites. Laissez-moi faire, Felton, laissez-moi faire, dit Milady en s'exaltant. Tout soldat doit être ambitieux, n'est-ce pas? Vous êtes lieutenant. Eh bien, vous suivrez mon convoi avec le grade de capitaine. Mais que vous ai-je donc fait, dit Felton ébranlé, pour que vous me chargiez d'une pareille responsabilité devant les hommes et devant Dieu? Dans quelques jours, vous allez être loin d'ici, madame. Votre vie ne sera plus sous ma garde. Et, ajouta-t-il avec un soupir, alors, vous en ferez ce que vous voudrez. Ainsi, s'écria Milady, comme si elle ne pouvait résister à une sainte indignation. Vous, un homme pieux, vous que l'on appelle un juste, vous ne demandez qu'une chose, c'est de n'être point inculpé, inquiété pour ma mort. Je dois veiller sur votre vie, madame, et j'y veillerai. Mais comprenez-vous la mission que vous remplissez? Cruelle déjà, si j'étais coupable. Quel nom lui donnerez-vous? Quel nom le Seigneur lui donnera-t-il si je suis innocente? Je suis soldat, madame, et j'accomplis les ordres que j'ai reçus. Croyez-vous qu'au jour du jugement dernier, Dieu séparera les bourreaux aveugles des juges iniques? Vous ne voulez pas que je tue mon corps, et vous vous faites l'agent de celui qui veut tuer mon âme. Mais je vous le répète, reprit Felton ébranlé, aucun danger ne vous menace, et je réponds de lord de Winter comme de moi-même. Insensé, s'écria Milady, pauvre insensé, qui ose répondre d'un autre homme quand les plus sages, quand les plus grands selon Dieu, hésitent à répondre d'eux-mêmes, et qui se range du parti le plus fort et le plus heureux, pour accabler la plus faible et la plus malheureuse. Impossible, madame, impossible, murmura Felton, qui sentait au fond du cœur la justesse de cet argument. Prisonnière, vous ne recouvrerez pas par moi la liberté. Vivante, vous ne perdrez pas par moi la vie. Oui, s'écria Milady, mais je perdrai ce qui m'est bien plus cher que la vie. Je perdrai l'honneur, Felton. Et c'est vous, vous que je ferai responsable devant Dieu et devant les hommes de ma honte et de mon infamie. Cette fois, Felton, tout impassible qu'il était, ou qu'il faisait semblant d'être, ne put résister à l'influence secrète qui s'était déjà emparée de lui. Voir cette femme si belle, blanche comme la plus candide vision, la voir tour à tour éplorée et menaçante, subir à la fois l'ascendant de la douleur et de la beauté, c'était trop pour un visionnaire, c'était trop pour un cerveau miné par les rêves ardents de la foi extatique, c'était trop pour un cœur corrodé à la fois par l'amour du ciel qui brûle, par la haine des hommes qui dévorent. Milady vit le trouble. Elle sentait par intuition la flamme des passions opposées qui brûlait avec le sang dans les veines du jeune fanatique. Et pareille à un général habile qui, voyant l'ennemi prêt à reculer, marche sur lui en poussant un cri de victoire, elle se leva, belle comme une prêtresse antique,
inspirée comme une vierge chrétienne, et le bras étendu, le col découvert, les cheveux épars retenant d'une main sa robe pudiquement ramenée sur sa poitrine, le regard illuminé de ce feu qui avait déjà porté le désordre dans les sens du jeune puritain, elle marcha vers lui, s'écriant sur un air véhément, de sa voix si douce, à laquelle dans l'occasion elle donnait un accent terrible: livre à Baal sa victime, jette au lion le martyr, Dieu te fera repentir, je crie à lui de l'abîme. Felton s'arrêta sous cette étrange apostrophe, et comme pétrifié. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? S'écria-t-il en joignant les mains. Êtes-vous une envoyée de Dieu? Êtes-vous une ministre des enfers? Êtes-vous ange ou démon? Vous appelez-vous Eloa ou Astarté? Ne m'as-tu pas reconnu, Felton? Je ne suis ni un ange ni un démon. Je suis une fille de la terre. Je suis une sœur de ta croyance. Voilà tout. Oui, oui, dit Felton. Je doutais encore, mais maintenant je crois. Tu crois? Et cependant tu es le complice de cet enfant de Bélial qu'on appelle lord de Winter. Tu crois? Et cependant tu me laisses aux mains de mes ennemis, de l'ennemi de l'Angleterre, de l'ennemi de Dieu? Tu crois? Et cependant tu me livres à celui qui remplit et souille le monde de ses hérésies et de ses débauches, à cet infâme Sardanapale que les aveugles nomment le duc de Buckingham et que les croyants appellent l'Antéchrist. Moi, vous livrez à Buckingham. Moi, que dites-vous là? Ils ont des yeux, s'écria Milady, et ils ne verront pas. Ils ont des oreilles, et ils n'entendront point. Oui, oui, dit Felton, en passant ses mains sur son front couvert de sueur, comme pour en arracher son dernier doute. Oui, je reconnais la voix qui me parle dans mes rêves. Oui, je reconnais les traits de l'ange qui m'apparaît chaque nuit, criant à mon âme qui ne peut dormir: frappe, sauve l'Angleterre, sauve-toi, car tu mourras sans avoir désarmé Dieu. Parlez, parlez, s'écria Felton, je puis vous comprendre à présent. Un éclair de joie terrible, mais rapide comme la pensée, jaillit des yeux de Milady. Si fugitive qu'elle fût cette lueur homicide, Felton la vit et tressaillit comme si cette lueur eût éclairé les abîmes du cœur de cette femme. Felton se rappela tout à coup les avertissements de lord de Winter, les séductions de Milady, ses premières tentatives lors de son arrivée. Il recula d'un pas et baissa la tête, mais sans cesser de la regarder, comme si, fasciné par cette étrange créature, ses yeux ne pouvaient se détacher de ses yeux. Milady n'était point femme à se méprendre au sens de cette hésitation. Sous ses émotions apparentes, son sang-froid glacé ne l'abandonnait point. Avant que Felton lui eût répondu, et qu'elle fût forcée de reprendre cette conversation si difficile à soutenir sur le même accent d'exaltation, elle laissa retomber ses mains, et comme si la faiblesse de la femme reprenait le dessus sur l'enthousiasme de l'inspiré: mais non, dit-elle, ce n'est pas à moi d'être la Judith qui délivrera Béthulie de cet Holoferne. Le glaive de l'Éternel est trop lourd pour mon bras. Laissez-moi donc fuir le déshonneur par la mort. Laissez-moi me réfugier dans le martyre. Je ne vous demande ni la liberté, comme ferait une coupable, ni la vengeance, comme ferait une païenne. Laissez-moi mourir, voilà tout. Je vous supplie, je vous implore à genoux, laissez-moi mourir, et mon dernier soupir sera une bénédiction pour mon sauveur. À cette voix douce et suppliante, à ce regard timide et abattu, Felton se rapprocha. Peu à peu, l'enchanteresse avait revêtu cette parure magique qu'elle reprenait et quittait à volonté, c'est-à-dire la beauté, la douceur, les larmes et surtout l'irrésistible attrait de la volupté mystique, la plus dévorante des voluptés.
Hélas, dit Felton, je ne puis qu'une chose, vous plaindre si vous me prouvez que vous êtes une victime. Mais lord de Winter a de si cruels griefs contre vous. Vous êtes chrétienne, vous êtes ma sœur en religion. Je me sens entraîné vers vous, moi, qui n'ai aimé que mon bienfaiteur, moi qui n'ai trouvé dans la vie que des traîtres et des impies. Mais vous, madame, vous si belle en réalité, vous si pure en apparence, pour que lord de Winter vous poursuive ainsi, vous avez donc commis des iniquités. Ils ont des yeux, répéta milady avec un accent d'indicible douleur. Et ils ne verront pas. Ils ont des oreilles, et ils n'entendront point. Mais alors, s'écria le jeune officier, parlez, parlez donc. Vous confiez ma honte, s'écria milady, avec le rouge de la pudeur au visage. Car souvent, le crime de l'un est la honte de l'autre. Vous confiez ma honte, à vous, homme, moi, femme. Oh, continua-t-elle, en ramenant pudiquement sa main sur ses beaux yeux. Oh, jamais, jamais je ne pourrai. À moi, à un frère, s'écria Felton. Milady le regarda longtemps, avec une expression que le jeune homme prit pour du doute, et qui cependant n'était que l'observation et surtout la volonté de fasciner. Felton, à son tour suppliant, joignit les mains. Eh bien, dit milady, je me fie à mon frère, j'oserai. En ce moment, on entendit le pas de lord de Winter, mais cette fois, le terrible beau-frère de milady ne se contenta point, comme il avait fait la veille, de passer devant la porte et de s'éloigner. Il s'arrêta, échangea 2 mots avec la sentinelle, puis la porte s'ouvrit, et il parut. Pendant ces 2 mots échangés, Felton s'était reculé vivement, et lorsque lord de Winter entra, il était à quelques pas de la prisonnière. Le baron entra lentement, et porta son regard scrutateur de la prisonnière au jeune officier. Voilà bien longtemps, John, dit-il, que vous êtes ici. Cette femme vous a-t-elle raconté ses crimes? Alors je comprends la durée de l'entretien. Felton tressaillit, et milady sentit qu'elle était perdue si elle ne venait au secours du puritain décontenancé. Ah, vous craignez que votre prisonnière vous échappe, dit-elle. Eh bien, demandez à votre digne geôlier quelle grâce à l'instant même je sollicitais de lui. Vous demandiez une grâce? Dit le baron soupçonneux. Oui, milord, reprit le jeune homme confus. Et quelle grâce, voyons? Demanda lord de Winter. Un couteau qu'elle me rendra par le guichet, 1 minute après l'avoir reçu, répondit Felton. Il y a donc quelqu'un de caché ici que cette gracieuse personne veuille égorger, reprit lord de Winter de sa voix railleuse et méprisante. Il y a moi, répondit milady. Je vous ai donné le choix entre l'Amérique et Tyburn, reprit lord de Winter. Choisissez Tyburn, milady. La corde est, croyez-moi, encore plus sûre que le couteau. Felton pâlit et fit un pas en avant, en songeant qu'au moment où il était entré, milady tenait une corde. Vous avez raison, dit celle-ci, et j'y avais déjà pensé. Puis, elle ajouta d'une voix sourde, j'y penserai encore. Felton sentit courir un frisson jusque dans la moelle de ses os. Probablement, lord de Winter s'aperçut de ce mouvement. Méfie-toi, John, dit-il. John, mon ami, je me suis reposé sur toi. Prends garde, je t'ai prévenu. D'ailleurs, aie bon courage, mon enfant. Dans 3 jours, nous serons délivrés de cette créature, et où je l'envoie, elle ne nuira plus à personne. Vous l'entendez? S'écria milady avec éclat, de façon que le baron crut qu'elle s'adressait au ciel, et que Felton comprit
que c'était à lui. Felton baissa la tête et rêva. Le baron prit l'officier par le bras en tournant la tête sur son épaule, afin de ne pas perdre milady de vue jusqu'à ce qu'il fût sorti. Allons, allons, dit la prisonnière lorsque la porte se fut refermée. Je ne suis pas encore si avancée que je le croyais. Winter a changé sa sottise ordinaire en une prudence inconnue. Ce que c'est que le désir de la vengeance, et comme ce désir forme l'homme. Quant à Felton, il hésite. Ah, ce n'est pas un homme comme ce d'Artagnan maudit. Un puritain n'adore que les vierges, et il les adore en joignant les mains. Un mousquetaire aime les femmes, et il les aime en joignant les bras. Cependant, milady attendit avec impatience, car elle se doutait bien que la journée ne se passerait pas sans qu'elle revît Felton. Enfin, 1 heure après la scène que nous venons de raconter, elle entendit que l'on parlait bas à la porte. Puis bientôt, la porte s'ouvrit, et elle reconnut Felton. Le jeune homme s'avança rapidement dans la chambre en laissant la porte ouverte derrière lui et en faisant signe à milady de se taire. Il avait le visage bouleversé. que me voulez-vous dit-elle. Écoutez, répondit Felton à voix basse, je viens d'éloigner la sentinelle pour pouvoir rester ici sans qu'on sache que je suis venu, pour vous parler sans qu'on puisse entendre ce que je vous dis. Le baron vient de me raconter une histoire effroyable. Milady prit son sourire de victime résignée et secoua la tête. Ou vous êtes un démon, continua Felton, ou le baron, mon bienfaiteur, mon père, est un monstre. Je vous connais depuis 4 jours, je l'aime depuis 10 ans, lui. Je puis donc hésiter entre vous deux. Ne vous effrayez pas de ce que je vous dis, j'ai besoin d'être convaincu. Cette nuit, après minuit, je viendrai vous voir. Vous me convaincrez. Non, non, Felton, mon frère, dit-elle. Le sacrifice est trop grand, et je sens qu'il vous coûte. Non, je suis perdue. Ne vous perdez pas avec moi. Ma mort sera bien plus éloquente que ma vie, et le silence du cadavre vous convaincra bien mieux que les paroles de la prisonnière. Taisez-vous, madame, s'écria Felton, et ne me parlez pas ainsi. Je suis venu pour que vous me promettiez sur l'honneur, pour que vous me juriez sur ce que vous avez de plus sacré, que vous n'attenterez pas à votre vie. Je ne veux pas promettre, dit Milady, car personne plus que moi n'a le respect du sentiment, et si je promettais, il me faudrait tenir. Eh bien, dit Felton, engagez-vous seulement jusqu'au moment où vous m'aurez revu. Si lorsque vous m'aurez revu, vous persistez encore, eh bien alors, vous serez libre, et moi-même, je vous donnerai l'arme que vous m'avez demandée. Eh bien, dit Milady, pour vous, j'attendrai. Jurez-le. Je le jure par notre Dieu. Êtes-vous content? Bien, dit Felton, à cette nuit. Et il s'élança hors de l'appartement, referma la porte, et attendit en dehors, la demi-pique du soldat à la main, comme s'il eût monté la garde à sa place. Le soldat revenu, Felton lui rendit son arme. Alors, à travers le guichet dont elle s'était rapprochée, milady vit le jeune homme se signer avec une ferveur délirante et s'en aller par le corridor avec un transport de joie. Quant à elle, elle revint à sa place, un sourire de sauvage mépris sur les lèvres, et elle répéta, en blasphémant ce nom terrible de Dieu par lequel elle avait juré sans jamais avoir appris à le connaître. Mon Dieu, dit-elle, fanatique insensé, mon Dieu, c'est moi, et celui qui m'aidera à me venger. Fin du chapitre 55. Chapitre 56 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 56. Cinquième journée de captivité. Cependant, Milady en était arrivée à un demi-triomphe, et le succès obtenu doublait ses forces. Il n'était pas difficile à vaincre, ainsi qu'elle avait fait jusque-là, des hommes prompts à se laisser séduire, et que l'éducation galante de la cour entraînait vite dans le piège. Milady était assez belle pour ne pas trouver de résistance de la part de la chair, et elle était assez adroite pour l'emporter sur tous les obstacles de l'esprit. Mais cette fois, elle avait à lutter contre une nature sauvage, concentrée, insensible à force d'austérité. La religion et la pénitence avaient fait de Felton un homme inaccessible aux séductions ordinaires. Il roulait dans cette tête exaltée des plans tellement vastes, des projets tellement tumultueux, qu'il n'y restait plus de place pour aucun amour, de caprice ou de matière. Ce sentiment qui se nourrit de loisirs et grandit par la corruption. Milady avait donc fait brèche, avec sa fausse vertu, dans l'opinion d'un homme prévenu horriblement contre elle, et par sa beauté, dans le cœur et les sens d'un homme chaste et pur. Enfin, elle s'était donné la mesure de ses moyens, inconnus d'elle-même jusqu'alors, par cette expérience faite sur le sujet le plus rebelle que la nature et la religion pussent soumettre à son étude. Bien des fois néanmoins, pendant la soirée, elle avait désespéré du sort et d'elle-même. Elle n'invoquait pas Dieu, nous le savons, mais elle avait foi dans le génie du mal, cette immense souveraineté qui règne dans tous les détails de la vie humaine, et à laquelle, comme dans la fable arabe, un grain de grenade suffit pour reconstruire un monde perdu. Milady, bien préparée à recevoir Felton, put dresser ses batteries pour le lendemain. Elle savait qu'il ne lui restait plus que 2 jours, qu'une fois l'ordre signé par Buckingham, et Buckingham le signerait d'autant plus facilement que cet ordre portait un faux nom et qu'il ne pourrait reconnaître la femme dont il était question. Une fois cet ordre signé, disons-nous, le baron la faisait embarquer sur-le-champ, et elle savait aussi que les femmes condamnées à la déportation usent d'armes bien moins puissantes dans leur séduction que les prétendues femmes vertueuses dont le soleil du monde éclaire la beauté, dont la voix de la mode vante l'esprit, et qu'un reflet d'aristocratie dore de ses lueurs enchantées. Être une femme condamnée à une peine misérable et infamante n'est pas un empêchement à être belle, mais c'est un obstacle à jamais redevenir puissante. Comme tous les gens d'un mérite réel, Milady connaissait le milieu qui convenait à sa nature, à ses moyens. La pauvreté lui répugnait, l'abjection la diminuait des 2 tiers de sa grandeur. Milady n'était reine que parmi les reines. Il fallait à sa domination le plaisir de l'orgueil satisfait. Commander aux êtres inférieurs était plutôt une humiliation qu'un plaisir pour elle. Certes, elle fut revenue de son exil, elle n'en doutait pas un seul instant. Mais combien de temps cet exil pouvait-il durer? Pour une nature agissante et ambitieuse comme celle de Milady, les jours qu'on n'occupe point à monter sont des jours néfastes. Qu'on trouve donc le mot dont on doive nommer les jours qu'on emploie à descendre. Perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire une éternité. Revenir quand d'Artagnan, heureux et triomphant, aurait, lui et ses amis, reçu de la reine la récompense qui leur était bien acquise pour les services qu'ils lui avaient rendus. C'était là, de ces idées dévorantes qu'une femme comme Milady ne pouvait supporter. Au reste, l'orage qui grondait en elle doublait sa force, et elle eût fait éclater les murs de sa prison si son corps eût pu prendre un seul instant les proportions de son esprit. Puis, ce qui l'aiguillonnait encore au milieu de tout cela, c'était le souvenir du cardinal. Que devait penser,
Que devait dire de son silence le cardinal défiant, inquiet, soupçonneux, le cardinal, non seulement son seul appui, son seul soutien, son seul protecteur dans le présent, mais encore le principal instrument de sa fortune et de sa vengeance à venir? Elle le connaissait, elle savait qu'à son retour, après un voyage inutile, elle aurait beau arguer de la prison, elle aurait beau exalter les souffrances subies, le cardinal répondrait avec ce calme railleur du sceptique puissant à la fois par la force et par le génie. Il ne fallait pas vous laisser prendre. Alors, milady réunissait toute son énergie, murmurant au fond de sa pensée le nom de Felton, la seule lueur de jour qui pénétrait jusqu'à elle au fond de l'enfer où elle était tombée. Et comme un serpent qui roule et déroule ses anneaux pour se rendre compte à lui-même de sa force, elle enveloppait d'avance Felton dans les mille replis de son inventive imagination. Cependant, le temps s'écoulait. Les heures, les unes après les autres, semblaient réveiller la cloche en passant. Et chaque coup du battant d'airain retentissait sur le cœur de la prisonnière. À 9 heures, lord de Winter fit sa visite accoutumée, regarda la fenêtre et les barreaux, sonda le parquet et les murs, visita la cheminée et les portes, sans que, pendant cette longue et minutieuse visite, ni lui ni milady prononçassent une seule parole. Sans doute que tous deux comprenaient que la situation était devenue trop grave pour perdre le temps en mots inutiles et en colère sans effet. Allons, allons, dit le baron en la quittant, vous ne vous sauverez pas encore cette nuit. À 10 heures, Felton vint placer une sentinelle. Milady reconnut son pas. Elle le devinait maintenant comme une maîtresse devine celui de l'amant de son cœur. Et cependant Milady détestait et méprisait à la fois ce faible fanatique. Ce n'était point l'heure convenue. Felton n'entra point. 2 heures après, et comme minuit sonnait, la sentinelle fut relevée. Cette fois, c'était l'heure. Aussi, à partir de ce moment, Milady attendit-elle avec impatience. La nouvelle sentinelle commença à se promener dans le corridor. Au bout de 10 minutes, Felton vint. Milady prêta l'oreille. Écoutez, dit le jeune homme à la sentinelle, sous aucun prétexte ne t'éloigne de cette porte, car tu sais que la nuit dernière un soldat a été puni par milord pour avoir quitté son poste un instant, et cependant c'est moi qui, pendant sa courte absence, avais veillé à sa place. Oui, je le sais, dit le soldat. Je te recommande donc la plus exacte surveillance. Moi, ajouta-t-il, je vais rentrer pour visiter une seconde fois la chambre de cette femme, qui a, j'en ai peur, de sinistres projets sur elle-même et que j'ai reçu l'ordre de surveiller. Bon, murmura Milady, voilà l'austère puritain qui ment. Quant au soldat, il se contenta de sourire. Peste, mon lieutenant, dit-il, vous n'êtes pas malheureux d'être chargé de commissions pareilles, surtout si milord vous a autorisé à regarder jusque dans son lit. Felton rougit. Dans toute autre circonstance, il eût réprimandé le soldat qui se permettait une pareille plaisanterie. Mais sa conscience murmurait trop haut pour que sa bouche osât parler. Si j'appelle, dit-il, viens. De même que si l'on vient, appelle-moi. Oui, mon lieutenant, dit le soldat. Felton entra chez Milady. Milady se leva. Vous voilà, dit-elle. Je vous avais promis de venir, dit Felton, et je suis venu. Vous m'avez promis autre chose encore. Quoi donc? Mon Dieu, dit le jeune homme, qui, malgré son empire sur lui-même, sentait ses genoux trembler et la sueur poindre sur son front. Vous avez promis de m'apporter un couteau et de me le laisser après notre entretien. Ne parlez pas de cela, madame, dit Felton. Il n'y a pas de situation, si terrible qu'elle soit, qui autorise une créature de Dieu à se donner la mort.
j'ai réfléchi que jamais je ne devais me rendre coupable d'un pareil péché. Ah, vous avez réfléchi, dit la prisonnière, en s'asseyant sur son fauteuil avec un sourire de dédain. Et moi aussi j'ai réfléchi. À quoi? Que je n'avais rien à dire à un homme qui ne tenait pas sa parole. Oh mon Dieu, murmura Felton. Vous pouvez vous retirer, dit Milady. Je ne parlerai pas. Voilà le couteau, dit Felton, tirant de sa poche l'arme que, selon sa promesse, il avait apportée, mais qu'il hésitait à remettre à sa prisonnière. Voyons-le, dit Milady. Pourquoi faire? Sur l'honneur, je vous le rends à l'instant même. Vous le poserez sur cette table, et vous resterez entre lui et moi. Felton tendit l'arme à Milady, qui en examina attentivement la trempe et qui en essaya la pointe sur le bout de son doigt. Bien, dit-elle, en rendant le couteau au jeune officier. Celui-ci est en bel et bon acier. Vous êtes un fidèle ami, Felton. Felton reprit l'arme et la posa sur la table comme il venait d'être convenu avec sa prisonnière. Milady le suivit des yeux et fit un geste de satisfaction. Maintenant, dit-elle, écoutez-moi. La recommandation était inutile. Le jeune officier se tenait debout devant elle, attendant ses paroles pour les dévorer. Felton, dit Milady avec une solennité pleine de mélancolie, Felton, si votre sœur, la fille de votre père, vous disait, jeune encore, assez belle par malheur, on m'a fait tomber dans un piège. J'ai résisté. On a multiplié autour de moi les embûches, les violences. J'ai résisté. On a blasphémé la religion que je sers, le Dieu que j'adore, parce que j'appelais à mon secours ce Dieu et cette religion. J'ai résisté. Alors, on m'a prodigué les outrages, et comme on ne pouvait perdre mon âme, on a voulu à tout jamais flétrir mon corps. Enfin. Milady s'arrêta, et un sourire amer passa sur ses lèvres. Enfin, dit Felton, enfin, qu'a-t-on fait? Enfin, un soir, on résolut de paralyser cette résistance qu'on ne pouvait vaincre. Un soir, on mêla à mon eau un narcotique puissant. À peine eus-je achevé mon repas que je me sentis tomber peu à peu dans une torpeur inconnue. Quoique je fusse sans défiance, une crainte vague me saisit, et j'essayai de lutter contre le sommeil. Je me levai, je voulus courir à la fenêtre, appeler au secours, mais mes jambes refusèrent de me porter. Il me semblait que le plafond s'abaissait sur ma tête et m'écrasait de son poids. Je tendis les bras, j'essayai de parler, je ne pus que pousser des sons inarticulés. Un engourdissement irrésistible s'emparait de moi. Je me retins à un fauteuil, sentant que j'allais tomber, mais bientôt cet appui fut insuffisant pour mes bras débiles. Je tombai sur un genou, puis sur les deux. Je voulus crier. Ma langue était glacée. Dieu ne me vit, ni ne m'entendit sans doute. Et je glissai sur le parquet, en proie à un sommeil qui ressemblait à la mort. De tout ce qui se passa dans ce sommeil, et du temps qui s'écoula pendant sa durée, je n'eus aucun souvenir. La seule chose que je me rappelle, c'est que je me réveillai couché dans une chambre ronde dont l'ameublement était somptueux et dans laquelle le jour ne pénétrait que par une ouverture au plafond. Du reste, aucune porte ne semblait y donner entrée. On y dit une magnifique prison. Je fus longtemps à pouvoir me rendre compte du lieu où je me trouvais et de tous les détails que je rapporte. Mon esprit semblait lutter inutilement pour secouer les pesantes ténèbres de ce sommeil auquel je ne pouvais m'arracher. J'avais des perceptions vagues d'un espace parcouru, du roulement d'une voiture, d'un rêve horrible dans lequel mes forces se seraient épuisées. Mais tout cela était si sombre et si indistinct dans ma pensée que ces événements semblaient appartenir à une autre vie que la mienne. Et cependant,
mêlée à la mienne par une fantastique dualité. Quelque temps, l'état dans lequel je me trouvais me sembla si étrange que je crus que je faisais un rêve. Je me levai chancelante, mes habits étaient près de moi, sur une chaise. Je ne me rappelai ni m'être dévêtue, ni m'être couchée. Alors peu à peu, la réalité se présenta à moi, pleine de pudique terreur. Je n'étais plus dans la maison que j'habitais, autant que j'en pouvais juger par la lumière du soleil. Le jour était déjà aux 2 tiers écoulé. C'était la veille au soir que je m'étais endormie. Mon sommeil avait donc déjà duré près de 24 heures. Que s'était-il passé pendant ce long sommeil? Je m'habillai aussi rapidement qu'il me fut possible. Tous mes mouvements lents et engourdis attestaient que l'influence du narcotique n'était point encore entièrement dissipée. Au reste, cette chambre était meublée pour recevoir une femme, et la coquette la plus achevée n'eût pas eu un souhait à former, qu'en promenant son regard autour de l'appartement, elle n'eût vu son souhait accompli. Certes, je n'étais pas la première captive qui s'était vue enfermée dans cette splendide prison, mais vous le comprenez, Felton, plus la prison était belle, plus je m'épouvantais. Oui, c'était une prison, car j'essayais vainement de sortir. Je sondais tous les murs afin de découvrir une porte. Partout, les murs rendirent un son plein et mat. Je fis peut-être 20 fois le tour de cette chambre, cherchant une issue quelconque. Il n'y en avait pas. Je tombai, écrasé de fatigue et de terreur sur un fauteuil. Pendant ce temps, la nuit venait rapidement, et avec la nuit, mes terreurs augmentaient. Je ne savais si je devais rester où j'étais assise. Il me semblait que j'étais entourée de dangers inconnus, dans lesquels j'allais tomber à chaque pas. Quoique je n'eusse rien mangé depuis la veille, mes craintes m'empêchaient de ressentir la faim. Aucun bruit du dehors, qui me permît de mesurer le temps, ne venait jusqu'à moi. Je me présumais seulement qu'il pouvait être 7 ou 8 heures du soir, car nous étions au mois d'octobre, et il faisait nuit entière. Tout à coup, le cri d'une porte qui tourne sur ses gonds me fit tressaillir. Un globe de feu apparut au-dessus de l'ouverture vitrée du plafond, jetant une vive lumière dans ma chambre. Et je m'aperçus avec terreur qu'un homme était debout à quelques pas de moi. Une table à 2 couverts, supportant un souper tout préparé, s'était dressée comme par magie au milieu de l'appartement. Cet homme était celui qui me poursuivait depuis 1 an, qui avait juré mon déshonneur, et qui, aux premiers mots qui sortirent de sa bouche, me fit comprendre qu'il l'avait accompli la nuit précédente. L'infâme, murmura Felton. Oh oui, l'infâme, s'écria milady, voyant l'intérêt que le jeune officier, dont l'âme semblait suspendue à ses lèvres, prenait à cet étrange récit. Oh oui, l'infâme, il avait cru qu'il lui suffisait d'avoir triomphé de moi dans mon sommeil pour que tout fût dit. Il venait, espérant que j'acceptais ma honte, puisque ma honte était consommée. Il venait m'offrir sa fortune en échange de mon amour. Tout ce que le cœur d'une femme peut contenir de superbe mépris et de paroles dédaigneuses, je le versai sur cet homme. Sans doute, il était habitué à de pareils reproches, car il m'écouta, calme, souriant, et les bras croisés sur la poitrine. Puis, lorsqu'il crut que j'avais tout dit, il s'avança vers moi. Je bondis vers la table, je saisis un couteau, je l'appuyai sur ma poitrine. Faites un pas de plus, lui dis-je, et outre mon déshonneur, vous aurez encore ma mort à vous reprocher. Sans doute, il y avait dans mon regard, dans ma voix, dans toute ma personne, cette vérité de geste, de pose et d'accent qui porte la conviction dans les âmes les plus perverses, car il s'arrêta. Votre mort, me dit-il. Oh non, vous êtes une trop charmante maîtresse pour que je consente à vous perdre ainsi, après avoir eu le bonheur de vous posséder une seule fois seulement. Adieu, ma toute belle, j'attendrai pour revenir vous faire ma visite, que vous soyez dans de meilleures dispositions. À ces mots, il donna un coup de sifflet. Le globe de flamme qui éclairait ma chambre remonta et disparut.
je me retrouvai dans l'obscurité. Le même bruit d'une porte qui s'ouvre et se referme se reproduisit un instant après. Le globe flamboyant descendit de nouveau, et je me retrouvai seul. Ce moment fut affreux. Si j'avais encore quelques doutes sur mon malheur, ces doutes s'étaient évanouis dans une désespérante réalité. J'étais au pouvoir d'un homme que non seulement je détestais, mais que je méprisais, d'un homme capable de tout, et qui m'avait déjà donné une preuve fatale de ce qu'il pouvait oser. Mais quel était donc cet homme? Demanda Felton. Je passais la nuit sur une chaise, tressaillant au moindre bruit, car à minuit à peu près la lampe s'était éteinte, et je m'étais retrouvé dans l'obscurité. Mais la nuit se passa sans nouvelle tentative de mon persécuteur. Le jour vint, la table avait disparu. Seulement, j'avais encore le couteau à la main. Ce couteau, c'était tout mon espoir. J'étais écrasé de fatigue. L'insomnie brûlait mes yeux. Je n'avais pas osé dormir un seul instant. Le jour me rassura. J'allais me jeter sur mon lit sans quitter le couteau libérateur que je cachais sous mon oreiller. Quand je me réveillai, une nouvelle table était servie. Cette fois, malgré mes terreurs, en dépit de mes angoisses, une faim dévorante se faisait sentir. Il y avait 48 heures que je n'avais pris aucune nourriture. Je mangeai du pain et quelques fruits. Puis, me rappelant le narcotique mêlé à l'eau que j'avais bu, je ne touchai point à celle qui était sur la table, et j'allai remplir mon verre à une fontaine de marbre scellée dans le mur, au-dessus de ma toilette. Cependant, malgré cette précaution, je ne demeurai pas moins quelque temps encore dans une affreuse angoisse. Mais mes craintes, cette fois, n'étaient pas fondées. Je passai la journée sans rien éprouver qui ressemblât à ce que je redoutais. J'avais eu la précaution de vider à demi la carafe, pour qu'on ne s'aperçût point de ma défiance. Le soir vint, et avec lui l'obscurité. Cependant, si profonde qu'elle fût, mes yeux commençaient à s'y habituer. Je vis, au milieu des ténèbres, la table s'enfoncer dans le plancher. Un quart d'heure après, elle reparut, portant mon souper. Un instant après, grâce à la même lampe, ma chambre s'éclaira de nouveau. J'étais résolu à ne manger que des objets auxquels il était impossible de mêler aucun somnifère. Des œufs et quelques fruits composèrent mon repas. Puis j'allai puiser un verre d'eau à ma fontaine protectrice, et je le bus. Aux premières gorgées, il sembla qu'elle n'avait plus le même goût que le matin. Un soupçon rapide me prit, je m'arrêtai, mais j'en avais déjà avalé un demi-verre. Je jetai le reste avec horreur, et j'attendis, la sueur de l'épouvante sur le front. Sans doute quelque invisible témoin m'avait vu prendre de l'eau à cette fontaine, et avait profité de ma confiance même pour mieux assurer ma perte si froidement résolue, si cruellement poursuivie. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que les mêmes symptômes se produisirent. Seulement, comme cette fois je n'avais bu qu'un demi-verre d'eau, je luttai plus longtemps, et au lieu de m'endormir tout à fait, je tombai dans un état de somnolence qui me laissait le sentiment de ce qui se passait autour de moi, tout en m'ôtant la force ou de me défendre ou de fuir. Je me traînai vers mon lit, pour y chercher la seule défense qui me restât, mon couteau sauveur. Mais je ne pus arriver jusqu'au chevet. Je tombai à genoux, les mains cramponnées à l'une des colonnes du pied. Alors je compris que j'étais perdu. Felton pâlit affreusement, et un frisson convulsif courut par son corps. Et ce qu'il y avait de plus affreux, continua Milady, la voix altérée, comme si elle eût encore éprouvé la même angoisse qu'en ce moment terrible, c'est que cette fois, j'avais la conscience du danger qui me menaçait. C'est que mon âme, je puis le dire, veillait dans mon corps endormi. C'est que je voyais, c'est que j'entendais. Il est vrai que tout cela était comme un rêve, mais ce n'en était que plus effrayant. Je vis la lampe qui remontait et qui peu à peu me laissait dans l'obscurité.
puis j'entendis le cri si bien connu de cette porte, quoique cette porte ne se fût ouverte que 2 fois. Je sentis instinctivement qu'on s'approchait de moi. On dit que le malheureux perdu dans les déserts de l'Amérique sent ainsi l'approche du serpent. Je voulais faire un effort et je tentai de crier. Par une incroyable énergie de volonté, je me relevai même, mais pour retomber aussitôt, et retomber dans les bras de mon persécuteur. Dites-moi donc, quel était cet homme? S'écria le jeune officier. Milady vit d'un seul regard tout ce qu'elle inspirait de souffrance à Felton, en pesant sur chaque détail de son récit. Mais elle ne voulait lui faire grâce d'aucune torture. Plus profondément, elle lui briserait le cœur, plus sûrement il la vengerait. Elle continua donc, comme si elle n'eût point entendu son exclamation, ou comme si elle eût pensé que le moment n'était pas encore venu d'y répondre. Seulement cette fois, ce n'était plus à une espèce de cadavre inerte, sans aucun sentiment, que l'infâme avait affaire. Je vous l'ai dit, sans pouvoir parvenir à retrouver l'exercice complet de mes facultés, il me restait le sentiment de mon danger. Je luttai donc de toutes mes forces, et sans doute j'opposai, tout affaibli que j'étais, une longue résistance, car je l'entendis crier: ces misérables puritaines! Je savais bien qu'elles lassaient leurs bourreaux, mais je les croyais moins fortes contre leurs séducteurs. Hélas, cette résistance désespérée ne pouvait durer longtemps. Je sentis que mes forces s'épuisaient, et cette fois, ce ne fut pas de mon sommeil que le lâche profita, ce fut de mon évanouissement. Felton écoutait, sans faire entendre autre chose qu'une espèce de rugissement sourd. Seulement, la sueur ruisselait sur son front de marbre, et sa main cachée sous son habit déchirait sa poitrine. Mon premier mouvement, en revenant à moi, fut de chercher sous mon oreiller ce couteau que je n'avais pu atteindre. S'il n'avait point servi à ma défense, il pouvait au moins servir à l'expiation. Mais en prenant ce couteau, Felton, une idée terrible me vint. J'ai juré de tout vous dire, et je vous dirai tout. Je vous ai promis la vérité, je vous la dirai, dût-elle me perdre. L'idée vous vint de vous venger de cet homme, n'est-ce pas? S'écria Felton. Eh bien oui, dit Milady. Cette idée n'était pas d'une chrétienne, je le sais. Sans doute cet éternel ennemi de notre âme, ce lion rugissant sans cesse autour de nous, la soufflait à mon esprit. Enfin, que vous dirai-je, Felton? Continua Milady, du ton d'une femme qui s'accuse d'un crime. Cette idée me vint et ne me quitta plus sans doute. C'est de cette pensée homicide que je porte aujourd'hui la punition. Continuez, continuez, dit Felton. J'ai hâte de vous voir arriver à la vengeance. Oh, je résolus qu'elle aurait lieu le plus tôt possible. Je ne doutais pas qu'il ne revînt la nuit suivante. Dans le jour, je n'avais rien à craindre. Oh, je résolus qu'elle aurait lieu le plus tôt possible. Je ne doutais pas qu'il ne revînt la nuit suivante. Dans le jour, je n'avais rien à craindre. Aussi, quand vint l'heure du déjeuner, je n'hésitai pas à manger et à boire. J'étais résolu à faire semblant de souper, mais à ne rien prendre. Je devais donc par la nourriture du matin combattre le jeûne du soir. Seulement, je cachai un verre d'eau soustraite à mon déjeuner. La soif ayant été ce qui m'avait le plus fait souffrir quand j'étais demeuré 48 heures sans boire ni manger. La journée s'écoula sans avoir d'autre influence sur moi que de m'affermir dans la résolution prise. Seulement, j'eus le soin que mon visage ne trahît en rien la pensée de mon cœur, car je ne doutais pas que je ne fusse observé. Plusieurs fois même, je sentis un sourire sur mes lèvres. Felton, je n'ose pas vous dire à quelle idée je souriais. Vous me prendriez en horreur. Continuez, continuez, dit Felton. Vous voyez bien que j'écoute et que j'ai hâte d'arriver. Le soir vint. Les événements ordinaires s'accomplirent. Pendant l'obscurité, comme d'habitude,
mon souper fut servi. Puis la lampe s'alluma et je me mis à table. Je mangeai quelques fruits seulement. Je fis semblant de me verser de l'eau de la carafe, mais je ne bus que celle que j'avais conservée dans mon verre. La substitution au reste fut faite assez adroitement pour que mes espions, si j'en avais, ne conçussent aucun soupçon. Après le souper, je me donnai les mêmes marques d'engourdissement que la veille, mais cette fois, comme si je succombais à la fatigue, ou comme si je me familiarisais avec le danger, je me traînai vers mon lit, et fis semblant de m'endormir. Cette fois, j'avais retrouvé mon couteau sous l'oreiller, et tout en feignant de dormir, ma main serrait convulsivement la poignée. 2 heures s'écoulèrent sans qu'il se passât rien de nouveau. Cette fois, ô mon Dieu, qui m'eût dit cela la veille? Je commençais à craindre qu'il ne vînt pas. Enfin je vis la lampe s'élever doucement et disparaître dans les profondeurs du plafond. Ma chambre s'emplit de ténèbres, mais je fis un effort pour percer du regard l'obscurité. 10 minutes à peu près se passèrent. Je n'entendais d'autre bruit que celui du battement de mon cœur. J'implorai le ciel pour qu'il vînt. Enfin, j'entendis le bruit si connu de la porte qui s'ouvrait et se refermait. J'entendis, malgré l'épaisseur du tapis, un pas qui faisait crier le parquet. Je vis, malgré l'obscurité, une ombre qui s'approchait de mon lit. Hâtez-vous, hâtez-vous, dit Felton. Ne voyez-vous pas que chacune de vos paroles me brûle comme du plomb fondu? Alors, continua Milady, alors je réunis toutes mes forces, je me rappelai que le moment de la vengeance, ou plutôt de la justice, avait sonné. Je me regardai comme une autre Judith. Je me ramassai sur moi-même, mon couteau à la main, et quand je le vis près de moi, étendant les bras pour chercher sa victime, alors, avec le dernier cri de la douleur et du désespoir, je le frappai au milieu de la poitrine. Le misérable, il avait tout prévu. Sa poitrine était couverte d'une cotte de mailles. Le couteau s'émoussa. Ah, ah, s'écria-t-il, en me saisissant le bras et en m'arrachant l'arme qui m'avait si mal servi. Vous en voulez à ma vie, ma belle puritaine. Mais c'est plus que de la haine, cela, c'est de l'ingratitude. Allons, allons, calmez-vous, ma belle enfant. J'avais cru que vous étiez adoucie. Je ne suis pas de ces tyrans qui gardent les femmes en force. Vous ne m'aimez pas. J'en doutais avec ma fatuité ordinaire. Maintenant, j'en suis convaincu. Demain, vous serez libre. Je n'avais qu'un désir, c'était qu'il me tuât. Prenez garde, lui dis-je, car ma liberté, c'est votre déshonneur. Oui, car à peine sorti d'ici, je dirai tout. Je dirai la violence dont vous avez usé envers moi. Je dirai ma captivité. Je dénoncerai ce palais d'infamie. Vous êtes bien haut placé, milord, mais tremblez. Au-dessus de vous, il y a le roi. Au-dessus du roi, il y a Dieu. Si maître qu'il parut de lui, mon persécuteur laissa échapper un mouvement de colère. Je ne pouvais voir l'expression de son visage, mais j'avais senti frémir son bras sur lequel était posée ma main. Alors vous ne sortirez pas d'ici, dit-il. Bien, bien, m'écriai-je. Alors le lieu de mon supplice sera aussi celui de mon tombeau. Bien, je mourrai ici, et vous verrez si un fantôme qui accuse n'est pas plus terrible encore qu'un vivant qui menace. On ne vous laissera aucune arme. Il y en a une que le désespoir a mise à la portée de toute créature qui a le courage de s'en servir. Je me laisserai mourir de faim. Voyons, dit le misérable, la paix ne vaut-elle pas mieux qu'une pareille guerre? Je vous rends la liberté à l'instant même. Je vous proclame une vertu. Je vous surnomme la Lucrèce de l'Angleterre. Et moi, je vous dis que vous en êtes le Sextus. Moi, je vous dénonce aux hommes comme je vous ai dénoncé à Dieu. Et s'il faut que, comme Lucrèce, je signe mon accusation de mon sang, je la signerai. Ah, ah, dit mon ennemi d'un ton railleur. Alors c'est autre chose. Ma foi, au bout du compte, vous êtes bien ici. Rien ne vous manquera, et si vous vous laissez mourir de faim, ce sera votre faute. À ces mots,
Il se retira. J'entendis s'ouvrir et se refermer la porte, et je restai, abîmé, moins encore, je l'avoue, dans ma douleur que dans la honte de ne m'être pas vengé. Il me tint parole. Toute la journée, toute la nuit du lendemain s'écoulèrent sans que je le revisse. Mais moi aussi je lui tins parole, et je ne mangeai ni ne bus. J'étais, comme je le lui avais dit, résolu à me laisser mourir de faim. Je passai le jour et la nuit en prière, car j'espérais que Dieu me pardonnerait mon suicide. La seconde nuit, la porte s'ouvrit. J'étais couché à terre sur le parquet, les forces commençaient à m'abandonner. Au bruit, je me relevai sur une main. Eh bien, me dit une voix qui vibrait d'une façon trop terrible à mon oreille pour que je ne la reconnusse pas. Eh bien, sommes-nous un peu adoucis et paierons-nous notre liberté d'une seule promesse de silence? Tenez, moi je suis bon prince, ajouta-t-il, et quoique je n'aime pas les puritains, je leur rends justice, ainsi qu'aux puritaines, quand elles sont jolies. Allons, faites-moi un petit serment sur la croix, je ne vous en demande pas davantage. Sur la croix, m'écriai-je en me relevant, car à cette voix abhorrée j'avais retrouvé toutes mes forces. Sur la croix, je jure que nulle promesse, nulle menace, nulle torture ne me fermera la bouche. Sur la croix, je vous jure de vous dénoncer partout comme un meurtrier, comme un larron d'honneur, comme un lâche. Sur la croix, je le jure, si jamais je parviens à sortir d'ici, de demander vengeance contre vous au genre humain entier. Prenez garde, dit la voix, avec un accent de menace que je n'avais pas encore entendu. J'ai un moyen suprême, que je n'emploierai qu'à la dernière extrémité, de vous fermer la bouche, ou du moins d'empêcher qu'on ne croie à un seul mot de ce que vous direz. Je rassemblai toutes mes forces pour répondre par un éclat de rire. Il vit que c'était entre nous désormais une guerre éternelle, une guerre à mort. Écoutez, dit-il, je vous donne encore le reste de cette nuit et la journée de demain. Réfléchissez. Promettez de vous taire, la richesse, la considération, les honneurs même vous entoureront. Menacez de parler, et je vous condamne à l'infamie. Vous, m'écriai-je, vous, à l'infamie éternelle, ineffaçable. Vous, répétai-je. Oh, je vous le dis, Felton, je le croyais insensé. Oui, moi, reprit-il. Ah, laissez-moi, lui dis-je. Sortez si vous ne voulez pas qu'à vos yeux je me brise la tête contre la muraille. C'est bien, reprit-il. Vous le voulez. À demain soir. À demain soir, répondis-je, en me laissant tomber et en mordant le tapis de rage. Felton s'appuyait sur un meuble, et milady voyait, avec une joie de démon, que la force lui manquerait peut-être avant la fin du récit. Chapitre 56.